Un parcours, je dirais, audacieux et marqué d'obstacles, de turbulences, mais sur lequel j'ai tenu bon et je continue à tenir parce que c'est pas terminé. Ce n'est que le début, je pense. La France était une dernière option pour moi. Je n'ai jamais rêvé ou voulu venir en France à la base. Ma première année, au fait, je crois que dès le premier mois, j'ai commencé à sentir la différence. En gros, j'arrive en France, c'est un cousin qui vient me chercher. J'arrive à 6h, lui il arrive à l'aéroport à 11h déjà. J'avais des difficultés financières. Déjà juste avant même de terminer le dernier semestre, c'était un peu difficile pour moi d'atteindre les bouts de mois. Que le risque d'un investisseur, c'est de se dire que ce que je mets aujourd'hui, je peux tout perdre. Bonjour chers téléspectateurs, aujourd'hui on revient dans Raconte-moi. Raconte-moi, c'est l'émission qui vous motive, qui vous inspire et on est là également pour vous montrer la voie. Comme dans chaque épisode, on va inviter une personne qui va venir nous parler de son parcours. Et aujourd'hui on a le plaisir d'accueillir Javier Matenta. Javier Matenta, on te dit bonjour. Bonjour. Javier Matenta, congolais du Brazza. Oui, c'est ça. Les gardiens du fleuve. Tout à fait. Ça fait plaisir en tout cas de t'accueillir dans Raconte-moi et on te laisse dire bonjour à nos téléspectateurs et te présenter aussi très rapidement. Bonjour chers téléspectateurs, comme disait Mordiang tout à l'heure, donc je suis Javier Matenta, originaire de la République du Congo Brazzaville, donc en Afrique centrale. J'ai fait mes études primaires à l'école Luango Marine dans la capitale de Brazzaville. Et ensuite, je me suis envolé vers la ville océanique, donc qui est la ville de Pointe-Noire, pour mes études collégiales. Donc j'ai fait tout mon collège là-bas jusqu'au brevet. Et enfin, je suis revenu à Brazzaville à nouveau pour un parcours technique. J'ai intégré un lycée technique où j'ai poursuivi dans les études au premier lieu en série E. Et rapidement, je suis revenu vers le domaine de télécom qui me passionnait tant depuis en parcours réseau télécommunications. Donc de là, j'ai obtenu mon baccalauréat technologique et je me suis envolé vers la Côte d'Ivoire où j'ai été intégré au fait dans un BTS informatique de gestion. Malheureusement, je ne me retrouvais pas. Donc je voulais revivre les sensations des transformés de Fourier et les traitements des signaux de réseau télécom. À partir de là, je suis venu en France où j'ai intégré l'université de Poitiers, l'IUT de Châtellerault précisément, en tant que en DUT réseau télécom à l'époque, aujourd'hui BUT. Et par la suite, j'ai commencé ma première vie professionnelle, je dirais, en 2012, en tant que technicien support télécom chez SFR, puis chez Orange. Et en 2015, j'ai intégré l'entreprise actuelle dans laquelle j'exerce mes fonctions, donc RTE, et pendant 9 ans. Et après, j'ai fait une reprise d'études en école d'ingénieur, donc à Rouen, l'école d'ingénieur EasyGEDEC en génie électrique. Donc c'était une reconversion professionnelle à Saint-Étienne-du-Rouvray. D'accord, voilà, en bref. C'est un très beau parcours, en tout cas. C'est un très beau parcours avec pas mal de changements. Et comme tu l'as noté, tu as grandi à Brazzaville, c'est ça? Ah oui, enfin, dans les deux capitales. J'ai grandi entre Brazzaville et Pointe-Noire, qui sont les deux capitales de la République du Congo. Et comment tu l'avais vécu ton enfance dans la capitale, dans les deux capitales? Bon, mon enfance, comme l'enfance de tout Africain, une enfance d'insouciance et de solidarité et de la chaleur humaine entre nous. Où, contrairement à ce que nous vivons en Occident, on a la liberté d'aller chez le voisin, de profiter de chaque instant. Et une enfance, en tout cas, qui a été marquée de beaucoup de souvenirs avec des amis. Certes, souvent en déplacement, de par le métier de mes parents, mais j'ai su profiter à chaque instant dans la capitale, en fait, dans les deux capitales plutôt, mon enfance correctement. Si tu peux nous dire en 2 phrases l'élève que tu étais quand tu étais gamin. De par mes amis et mon parcours académique, je dirais que excellent. J'ai toujours été un élève
consciencieux. Durant tout mon parcours, en tout cas jusqu'au lycée, les retours que j'ai et les exemples qu'en ressort en tout cas de tous ceux avec qui j'ai fait mes études et aussi mes résultats, je pense, j'étais quand même excellent. Oui. Et tu as fait un lycée technique sérieux. Sérieux, bon, l'équivalence, moi qui est sénégalais, donc je connais pas, je pense qu'en fait c'est plus orienté dans tout ce qui est scientifique, il me semble. C'est cela. Et dans ce lycée technique, c'était quoi exactement en fait le contenu de la formation? En fait, le lycée technique, au fait, chez nous, c'est au départ, 3 domaines. Je suis arrivé au lycée technique pour faire la série E, qui était une série orientée 100% scientifique. On parlerait à peu près, si on prend en analogie avec les séries générales, au fait, on parlera de la série C. D'accord. Donc, purement scientifique, pour préparer effectivement majoritairement en fait des gens, que ce soit dans du génie électrique ou dans le domaine de l'électronique de puissance, tout comme dans le domaine du pétrole aussi, parce qu'il y avait pas mal de chimie. Parce que ma première option en fait était de travailler dans le domaine pétrolier, parce que je fais partie d'un pays producteur de pétrole. Donc c'était souvent le rêve à tous, intégrer Total, intégrer Eni. Donc c'est pour ça que j'étais plus parti là-dessus. Et à ma grande surprise, au cours de ma première année académique, donc la seconde, il y a une nouvelle série qui a vu le jour, donc qui était les séries dans le domaine informatique. Donc on faisait du télécom, du secrétariat, de l'informatique de gestion, du génie logiciel et de la maintenance. Et ce monde aussi, les années 2000, avec le boom des réseaux télécoms chez nous, l'arrivée de Celtel, de MTN, ça me fascinait au fait de voir les gens installer des antennes et monter sur des pylônes. Et je rêvais aussi de le faire, donc du coup ça a chamboulé complètement ma tête en voyant cette série-là. Je me suis réorienté vers le domaine télécom dans ce sens au lycée. D'accord. Et à l'époque, quand tu étais à ton lycée, est-ce qu'il y avait vraiment un suivi par rapport à votre formation et est-ce qu'il y avait un parcours qui a été tracé? C'est-à-dire que quand tu étais gosse, tu te disais que tu avais une projection par rapport à ton avenir et que tu te posais la question, mais qu'est-ce que j'aimerais bien devenir? Ou tu savais déjà ce que tu voulais devenir? Oui. Sachant que peut-être, oui ou non, il y avait des gens qui vous accompagnaient par rapport au parcours qui est choisi. En fait, je fais partie c'est peut-être la chance que j'ai eue. Depuis mon jeune âge, j'ai toujours su ce que je devais faire. Je savais ce que je devais faire dès que je suis arrivé en 6e. Je savais que j'avais que 2 choix, soit travailler dans la pétrochimie ou dans les télécoms. Donc du coup, dès lors que je m'étais projeté là-dessus, même personne ne pouvait me changer d'idée. Même mon père a essayé de me dissuader au fait pour me renvoyer vers les études générales. Il n'a jamais réussi malheureusement. Donc j'ai fait mon parcours par exemple du lycée en ayant un challenge contre mon père finalement, parce qu'il n'était pas du tout d'accord que j'intègre un lycée technique, parce qu'il avait toujours une mauvaise réputation finalement les lycées techniques, contrairement au lycée général qui avait une belle image de la société et des études. Et j'ai eu de la chance quand même en intégrant le lycée technique. C'était pas comme celui qu'on souhaitait finalement, ou la vision qu'avait mon père. Finalement, c'était un lycée technique d'excellence, donc il y avait un suivi bien particulier. D'accord. Et ce qui m'a aidé effectivement de faire mon parcours sans problème dans les domaines que je souhaitais et dans lesquels j'ai exercé pendant quelques années avant ma reconversion. Et cette culture, comment tu l'as cultivée alors que tu étais jeune? Parce que souvent, en fait, les jeunes, la plupart du temps, c'est des gens, si je peux le dire comme ça, ils se laissaient guider par les parents. C'est-à-dire que c'était les parents qui décidaient à leur place, qui leur disaient non, il faut que tu suives telle filière parce que tu pourrais devenir telle ou telle personne. Mais toi, comment tu l'avais cultivé à l'époque, sachant qu'à côté, comme tu l'avais dit, il y avait quand même ton père qui essayait de te dissuader que tu changes de filière. C'est ça. Et j'ai eu de la chance, au fait, mes parents ne se sont jamais ingérés dans mes études jusqu'à ce que j'arrive au lycée. J'ai eu cette liberté-là de faire mes études de l'école primaire jusqu'au collège sans que quelqu'un m'impose ce que je devais faire, sans que quelqu'un me demande d'aller lire. J'avais cet automatisme de savoir qu'il fallait lire pour aller chercher des notes. Il fallait lire pour avoir de la connaissance. Donc mes parents attendaient souvent la fin de l'année juste pour voir les résultats annuels. Et du coup, quand j'arrive au collège, de par les connaissances, les adultes au fait qui étaient autour de nous,
majoritairement, ils partaient en mer. Donc, ils travaillaient pour les sociétés de pétrole. Donc, ils étaient bilingues souvent, anglais, ils parlaient souvent anglais. Et peu importe le métier qu'ils exerçaient, quand ils venaient, c'était des gens quand même qui avaient des moyens, qui avaient une situation financière assez aisée. Et de là, je me suis projeté dans ce domaine de pétrochimie, effectivement, en premier lieu. Et quand je passe en 5e, je commence à voir, au fait, l'arrivée des antennes par-ci, par-là, dans la ville, parce qu'il y a MTN qui venait de s'installer. Et ça m'a donné encore un petit déclic, me disant que mais ça arrive, c'est des nouvelles technologies, ça peut être l'avenir. Et de là, je me suis lancé automatiquement, enfin, je me suis mis l'idée automatiquement de faire du réseau télécom. C'est très courageux en tout cas de ta part et c'est très rare d'avoir des gens quand même, en tout cas dans l'émission, de retrouver des gens qui, depuis le bas âge, voilà, ils savaient très bien en fait ce qu'ils voulaient, ce qu'ils souhaitaient faire. Et par la suite de ton lycée technique, tu as eu ton bac, tu t'es envolé en Côte d'Ivoire. C'est ça. Donc, pourquoi ce choix? La Côte d'Ivoire, ce n'est pas un choix. Si, c'est quand même un choix en partie, parce que j'étais boursier. J'avais, après le baccalauréat, en fait, j'avais eu une bourse d'excellence. Donc, on m'a proposé la Namibie ou la Côte d'Ivoire. Et la Namibie me semblait éloignée, en fait, de mes rêves. Certes, qu'il y avait l'anglais, et c'était un pays un peu allemande, en fait, et qui proposait des résultats assez intéressants en termes d'études. Mais la Côte d'Ivoire, j'avais l'impression que ça me rapprochait plus de l'Occident, je dirais. D'où ce choix de la Côte d'Ivoire parmi les deux bourses que j'avais. D'accord. Et en Côte d'Ivoire, tu as passé combien d'années là-bas? 1 an et demi. Tu as passé 1 an et demi? Oui. Et c'était quoi comme formation que tu suivais? Je suis venu, en fait, j'ai intégré une école en BTS informatique et gestion, donc HEC Abidjan. Et malheureusement, le programme, en fait, au lycée technique avec la série E et par la suite le baccalauréat réseau télécom, étaient vraiment des séries purement scientifiques. Et quand j'intègre un BTS informatique de gestion, je me sens désorienté, au fait, dans le sens où ce n'est pas ce à quoi je m'attendais. J'avais l'impression de m'orienter vers un domaine commercial et un domaine gestionnaire finalement, que le domaine technique où je voulais grimper sur les antennes ou bien configurer mes routeurs ou aller travailler sur une plateforme pétrolière. Donc tout de suite, il y a eu une frustration pendant toute la première année pratiquement. Et au lieu de laisser cette frustration jouer sur mes résultats académiques, j'ai préféré effectivement travailler sur le départ de la Côte d'Ivoire pour la France finalement. Donc la deuxième année, quand je passe en deuxième année, je termine pas l'année, j'ai déjà mon inscription ici, je suis venu. Et qu'est-ce que tu retiens de la Côte d'Ivoire avant de partir? L'hospitalité. L'hospitalité. Pour moi, la Côte d'Ivoire, c'est devenu une seconde nation. Je retiens l'hospitalité, la chaleur humaine, l'amour du prochain. L'Ivoirien n'est pas quelqu'un qui te juge. L'Ivoirien, c'est quelqu'un qui va se moquer parce qu'effectivement, tu parles différemment de lui. Il va te dire, mais tu chocoles, regardez-moi celui-là. Mais c'est des gens qui ont beaucoup d'amour à donner. Oui, et j'étais heureux en tant qu'Africain et d'arriver dans un pays confrère et de se sentir comme chez soi. Et après ça, tu t'es envolé? Je me suis envolé. Encore? Oui, encore. Pas retourné à Brazza, mais cette fois-ci, tu es venu en France. Exactement. Je viens en France par la surprise de mes parents parce qu'ils ne savaient pas. Tes parents, ils ne savaient pas? Non, ils ont su à la dernière minute. Ah oui? Oui. En fait, je ne pouvais pas m'envoyer sans en parler à mes parents. Donc pour eux, tout allait bien parce que j'étais heureux en Côte d'Ivoire. J'avais entrepris pas mal d'activités avec des amis ivoiriens. Enfin, vu que je ne me retrouvais pas finalement sur mon choix académique, donc j'ai décidé de faire mes démarches, c'est la première année Campus France en plus à l'époque, de faire mes démarches Campus France pour venir en France. Et quand je l'ai fait aussi, j'en parle pas aux parents, parce que j'avais une bourse et j'avais un peu d'argent que les parents m'envoyaient de temps en temps. Donc du coup, avec tout ce que j'avais au fait comme moyen financier, ça m'avait permis de faire toutes mes démarches de bout à bout, jusqu'à ce que j'ai mon visa au fait. Et c'était comment la démarche à l'époque?
Campus France. Campus France était plus simple que ce qu'on voit aujourd'hui, parce que je l'ai fait récemment pour ma sœur, donc j'ai une petite expérience, je peux comparer entre avant et maintenant. La première année se passait qu'en ligne. D'accord. L'entretien, ça se passait à l'ambassade aussi, comme on le fait toujours bien sûr, mais c'était pas aussi complexe. C'était la première année entrée de la mise en place du service Campus France, donc c'était pas aussi complexe. Déjà, je me suis admis au fait en seconde partie de l'admission, parce que la première admission qui court jusqu'en juin, et moi c'était juste après, je crois, je vais vers juillet, août, c'est là que j'ai mon inscription. Et finalement, la communication se fait entre l'école et l'ambassade directement, parce que j'étais presque en retard en fait par rapport à la rentrée. Le temps d'avoir le visa et de préparer le voyage. Et du coup, c'est passé aussi rapidement. À souligner que la France était une dernière option pour moi. Je n'ai jamais rêvé ou voulu venir en France à la base. D'accord. Oui. À la base, je partais au Canada. À l'université de Trois-Rivières, j'avais eu une inscription, tout était bon. Malheureusement, les moyens financiers ne me permettaient pas, parce que ce que demandait le Canada revenait tellement cher, malgré que j'avais passé mes entretiens, malgré que j'avais mon inscription. Les frais de scolarité étaient énormes. Et aussi les garanties au fait qui est demandé pour le voyage étaient trop importants. Donc j'étais dans l'obligation d'éteindre un peu mon rêve canadien. Mais c'était vraiment mon premier choix. D'accord. J'ai eu l'opportunité aussi d'aller à Dallas, au Texas. Finalement, je l'ai rejeté parce que ce n'était pas dans le cadre de la poursuite des études. C'était plus par d'autres moyens. Et après, arrivé sur place, il fallait trouver la possibilité d'intégrer une école. En fait, le choix a toujours été clair dans ta tête. Ah oui. C'est-à-dire que tu avais un objectif, fallait le suivre jusqu'au bout. Et sur tes choix, même si tu avais quand même, si je peux me permettre de le dire comme ça, c'est-à-dire que d'autres choix qui paraissaient vraiment beaux, comme Texas ou autre, mais quand même, tu as préféré continuer sur le même lancé, c'est-à-dire t'es spécialisé dans tout ce qui est télécommunications. Exactement. Et là, tu arrives en France et tu arrives à l'université de Poitiers, c'est bien ça? C'est ça, j'arrive à l'université de Poitiers. Et comment tu as vécu ta première année ici en France? C'était comment? Ma première année, au fait, je crois que dès le premier mois, j'ai commencé à sentir la différence. En gros, j'arrive en France, c'est un cousin qui vient me chercher. J'arrive à 6h, lui, il arrive à l'aéroport à 11h déjà. Et j'arrive, tout est beau, tout est nouveau et je ne sais quoi faire. Je me retrouve avec des espèces, mais je me retrouve devant des machines partout. Donc je ne sais plus à qui demander quoi que ce soit. Et finalement, ce cousin arrive et il me prend, il me dépose directement à la gare de Montparnasse. Il me dit, écoute, je vais à mon stage, parce que lui, il était médecin, il était interne, donc je dois aller à l'hôpital, et là, je te dépose tout de suite à la gare de Montparnasse. On arrive, il me dit, il faut acheter une carte, à l'époque, carte 12-25, pour que tu aies des réductions. Connaissant rien, je donne l'argent, je sors de l'argent, ça se passe. Et je prends ma route, effectivement, pour Poitiers. Poitiers ne connaissant personne. Et ayant une lettre d'attestation d'hébergement, mais n'ayant pas d'hébergement. Ça, je ne me rends pas encore compte. Et dans le train, j'appelle mon directeur d'études à l'époque, M. Claude Chen, qui me dit, non, mais ton université n'est pas à Poitiers. Ton université est à Châtellerault, donc à 45 km de Poitiers. Parce que c'est inscrit ça, l'IUT était à Châtellerault et l'université était à Poitiers. Mais dans le courrier d'admission, c'était Université de Poitiers. Donc je débarque à 16h à Châtellerault, sans endroit pour dormir ni quoi que ce soit. Et ce professeur, effectivement, qui demande aux élèves et aux étudiants plutôt, s'il y avait l'un d'eux qui pouvait m'accueillir. L'un d'eux m'a accueilli pendant 2 semaines chez ses parents. Et à partir de là, on a commencé les démarches. C'est là que je me rends compte que je n'avais jamais de logement en France. Et que l'université de Poitiers m'avait juste envoyé une attestation d'hébergement, mais ils n'ont jamais enregistré mon hébergement parce que je n'avais rien payé. Et ton cousin, il t'a pas demandé où tu allais te loger, où tu vas dormir, Non, en tout cas, lui m'a déposé à la gare et tout s'est arrêté là. Mais c'est quand même incroyable l'histoire que tu es en train de raconter. C'est-à-dire que là, tu arrivé en France, mais tu n'avais pas d'hébergement, tu n'avais rien du tout. Non. Et toi, tu t'es pas posé la question, tu t'es pas dit avec du recul, mais je m'embarque dans quoi? Non, aucune. Il n'y avait pas de peur, rien du tout. Non, aucune idée. Je fonçais.
Et dans l'espoir que tout ce dont je suis venu chercher, je finirai par l'obtenir. Donc je ne me suis jamais interrogé dans ce sens. Mais j'ai eu de la chance, je dirais, où Dieu a su mettre les bonnes personnes sur ma voie, dans mon chef de département dont je parle, Claude Chen, avec qui je suis toujours en contact jusqu'à aujourd'hui, qui a été comme finalement un père, une famille d'accueil pour mon enfance. Parce que grâce à lui, le même jour, j'ai un hébergement pendant 2 semaines. Et grâce à lui, je vais chez lui pour mener les démarches à Poitiers. Et c'est là qu'on se rend compte que je n'ai jamais eu d'hébergement. Et finalement, vu que j'avais un courrier attesté par l'université, ils étaient dans l'obligation de me donner une chambre quand même. Et de là, j'ai pu intégrer un logement. Et là, tu étais logé au Crous, c'est ça? Non, lui, j'étais logé au Crous, mais à Poitiers et non à Châtellerault. Donc, je devais faire des allers-retours tous les matins. Ça, c'est un autre parcours en plus. Et ça, c'était fatigant, j'imagine? Fatigant, coûteux et tas de problèmes. J'imagine. Mais comment tu l'avais vécu durant cette période? Là, tu arrives, tu es toute seule. Entre guillemets, tu dois te débrouiller tout seul. Et tu dois trouver des solutions par rapport à ta situation. C'est-à-dire que là, tu n'avais pas, entre guillemets, tu n'avais pas un logement idéal par rapport à l'université où tu devais faire des allers-retours. Sachant que la vie d'ici est beaucoup plus chère comparée à la Côte d'Ivoire que tu connaissais. C'est ça. Comment tu l'avais vécu à l'époque? Déjà, comme je disais tantôt, mes parents étaient surpris quand j'ai eu le visa. Et quand je leur ai annoncé que je devais voyager dans 2 semaines. Donc, ils m'avaient envoyé ce qu'ils avaient pu pour acheter le billet et préparer mon voyage finalement pour venir. Donc j'arrive, je me rends compte que je suis en France à partir du 5 octobre. J'arrive le 9 septembre en France, mais le 5 octobre, c'est là que je me rends compte que oui, là, je ne suis plus dans un pays en franc CFA, mais je suis en Europe. Parce que le premier mois, les premières semaines, je paye la scolarité, je paye mon logement, enfin les cautions de logement et tout ce qui est autour du transport. Le 5 octobre, je n'ai plus rien dans la poche, j'ai que des centimes. Et là, tu dois trouver des solutions. Et c'est là où les problèmes commencent. Donc du coup, je commence à me chercher autrement. Les parents, le peu qu'ils avaient, ils avaient déjà tout misé. Donc il fallait commencer à trouver des solutions. Donc c'est là où tout commence. Je commence un peu à aller vers les amis que j'avais pu rencontrer au fait dès que je suis arrivé. Et heureusement pour moi, l'un d'entre eux devait quitter l'université de Poitiers pour aller poursuivre en Suisse. Et grâce à lui, il me coopte à son ancien job, qui était plongeur. Donc le 5 octobre, je suis déjà plongeur en France et étudiant. Et c'est une nouvelle vie qui commence. Ouais, là, c'est une vraie vie qui commence parce que souvent même, je parle avec pas mal d'étudiants, mais oui, ils me font comprendre qu'allier les deux, c'est quand même très, très, très compliqué. C'est pas simple. Vie d'étudiant et en même temps, tu as des études à côté et c'est pas simple. J'imagine que toi, à ton époque, ça devait être pareil, surtout que tu n'avais pas quelqu'un qui t'accompagnait, qui te guidait, qui te disait où poser ses pas. Donc, c'était pas du tout simple. Et là-bas, tu suivais une formation dans tout ce qui est réseau et télécommunications, c'est bien ça? C'est bien cela. Et c'était quoi le contenu exact de la formation? Le contenu exact de la formation, c'était plus autour du réseau télécom, donc les traitements des signaux, un peu d'électrotechnique rapidement, l'électronique, du réseau télécom, donc le réseau IP, un peu de programmation, et tout ce qui est administration autour des langages Linux. Et l'administration des systèmes aussi Windows. Et aussi, du coup, côté administration réseau, en fait, c'était plus basé sur le réseau système des routeurs, en fait, réseau IP Cisco. Et enfin, il y avait une partie téléphonique qui était de la VoIP, avec l'utilisation des IPBX, PABX, enfin, c'est des équipements, en tout cas, de gestion de téléphone. Et tu te plaisais dans cette formation? Oui, parce que c'était mon choix, en fait. J'ai toujours voulu faire ça depuis le collège, donc du coup, je me plaisais, je me donnais à fond. Et là, c'était une formation en DUT, et par la suite, tu as réussi à faire ton stage pour le coup à Orange. Et c'était un stage en tant que technicien en déploiement des réseaux. C'est cela. Et c'était quoi exactement tes responsabilités durant ton stage?
Oui, donc du coup, le stage, c'est un stage au fait de déploiement extramonétique à l'époque. Les systèmes les TPE, les terminaux de paiement là, qu'on utilise dans les magasins, à l'époque c'était rattaché au réseau RTNC, donc réseau téléphonique. Et moi, je suis venu travailler effectivement dans la migration de ce réseau vers le réseau IP, donc vers les routeurs aujourd'hui, vers la gestion 100% IP. Donc je travaillais sur ces gestions d'intégration de réseaux anciennement monétiques TPE vers les nouveaux TPE. Et par la suite de ton stage, tu es parti travailler chez SFR en tant que technicien en réseau de déploiement à grand compte. C'est un peu comme, enfin, c'est un peu comme les mêmes missions qu'on retrouve quand tu étais stagiaire, donc ça reste une continuité. Tu es retourné à Orange par la suite, travaillé là-bas aussi également. À la suite de cela, tu es rentré à RTE. Et donc, d'ailleurs, j'avais une question par rapport à ça, c'est-à-dire que le fait qu'en fait, tu bascules directement après ton diplôme en DUT, tu commences directement à travailler. C'était un choix personnel à l'époque ou tu avais une vision dans le long terme à te dire que bon, je vais commencer à travailler et par la suite, éventuellement, peut-être continuer mes études? Après le stage de DUT, j'avais des difficultés financières. Déjà, juste avant même de terminer le dernier semestre, c'était un peu difficile pour moi d'atteindre les bouts de mois. Donc, juste pour l'anecdote, mon directeur d'études avait même convoqué ses confrères pour faire une collecte de fonds pour moi, pour que je termine le dernier semestre, avant d'aller en stage.